L'approche qui était retenue pour traiter le thème du logement, vous le voyez déjà dans le titre, on parle d'anciens problèmes. Donc c'est tout ceux dont on parle régulièrement. Je reviendrai rapidement dessus. Mais on a voulu une approche différente de l'approche habituelle. Et vous le voyez tout de suite au travers des intervenants qui ne sont pas les intervenants, on va dire, habituels pour parler du logement. Lorsqu'on traite le thème du logement, vous avez une table ronde avec un promoteur, un investisseur, un élu ou deux et un représentant de l'État. Bien sûr, tous ces intervenants sont toujours présents et toujours utiles et nécessaires pour traiter ou travailler sur et améliorer la situation du logement. On a souhaité, avec Finance Innovation, alors, notamment Pascal Mo Innovation, traiter ce sujet d'une façon complètement différente, avec l'aide de 3 fondateurs et dirigeants de start-up qui apportent des outils qui vont faciliter le travail, on va dire, des créateurs d'immobilier, qui vont améliorer la fluidité, qui vont mieux gérer les informations. Et c'est eux qui vous diront comment ils font tout cela. Sur le logement, je ne vais pas parler, la crise du logement, on en parle un peu moins à ce moment parce que grâce au débat sur les retraites, mais sinon, bien sûr, elle est toujours là et c'est toujours les mêmes sujets, quoi. C'est la pénurie, le problème de coûts, l'inadaptation de l'offre. Bon, on ne va pas passer le temps sur tout ce que vous connaissez, la dégradation du parc. On va surtout voir tout ce qui est innovant dans les apports de nos startups qui sont donc dans le domaine de la PropTech. Pour commencer, puis un peu, on va dire, avoir une vue large et puis éclairée du sujet logement, je vais demander à Béatrice, qui au titre donc, de son activité de recherche et d'analyse connaît bien on va dire toutes les données qu'il faut avoir en tête et toutes les problématiques qu'il faut avoir en tête quand on parle logement. Et donc, pour nous, si tu veux bien, Béatrice, commencer par nous éclairer un peu sur, on va dire, la façon dont toi, tu vois cette problématique du logement, les obstacles principaux, et ce qui, normalement, quand on a un obstacle en face, on doit trouver la solution ou la façon de se passer trouver le bon cheval pour passer au-dessus de l'obstacle. Merci beaucoup, effectivement. Alors, je vais répondre d'un point de vue de l'investisseur institutionnel, peut-être, et notamment de l'investisseur institutionnel qui réfléchit en termes de portefeuille global avec des valeurs mobilières et de l'immobilier de l'autre. Et en immobilier, il y a différentes classes d'actifs, dont le logement. Nous, on est très actifs en logement chez Swiss Life d'un point de vue global, puisque ça représente 35% de notre portefeuille global en immobilier. En France, on est plutôt à 15%. Et pourquoi les investisseurs institutionnels sont très intéressés au logement et plutôt exposés au logement dans une dynamique d'allocation de long terme? Parce que le secteur est le secteur le plus résilient en termes de classe d'actifs, le plus résilient en termes de rentabilité à ajuster du risque. Et en fait, on montre que c'est un actif qui est anti-corrélé avec les autres classes d'actifs, à la fois en immobilier, mais aussi sur, j'allais dire, la poche des valeurs mobilières. Donc c'est pour ça que les grands fonds de pension, les compagnies d'assurance et les investisseurs de long terme, qui en général sont plutôt averses au risque, aiment être exposés en logement. Première, j'allais dire, réponse à ta question. Deuxième réponse à la question, c'est que quand on aime être, j'allais dire, exposé sur une classe d'actifs, en général, on en veut beaucoup. Et que le marché du logement peut être très granulaire. Si à un moment on se dit on fait des acquisitions par acquisition, ça se fait, mais pour avoir une espèce de masse critique en termes de portefeuille, ça peut prendre des années. Alors il se trouve que quand il y a des portefeuilles d'actifs, et on parlera de la promotion peut-être tout à l'heure, mais quand il y a des portefeuilles d'actifs qui sont mis sur le marché, portefeuille, ça veut dire des gros volumes, ça veut dire beaucoup de lignes, ça peut être 1000 lignes, 2000 lignes, 3000 lignes, 4000 lignes. C'est-à-dire une ligne, c'est par exemple un appartement qui correspond à un bail, etc. Il faut analyser ligne à ligne quel va être le juste prix associé à un type de logement. Et tout le monde a en tête que les logements ont des caractéristiques idiosyncratiques très différentes. On peut avoir des logements
en termes de localisation dans un même immeuble à un même endroit, mais en revanche, on peut avoir des petits logements, des grands logements, orientés sud, orientés nord, etc., une salle de bain, deux salles de bain, etc. Donc, on imagine bien que quand on a 3000 lignes, d'accord, il y a quelque part une rationalité limitée en termes humains pour trouver le juste prix dans un temps réel, d'accord, associé, j'ai dit 3000 parce qu'évidemment j'ai un deal en tête, donc c'est compliqué. Et donc c'est la raison pour laquelle, alors moi j'aime pas le mot de start-up, je les appelle les PropTech, parce qu'en fait ils ont vraiment, ils ont déjà passé le stade voilà, du début, ils sont vraiment dans le déploiement de leur force de frappe, et en l'occurrence, il y a des PropTech qui sont spécialisés, qui ont des algorithmes en intelligence artificielle. Alors moi, je trouve que ça fait un peu barbare de dire ça, mais qui ont une modélisation très bien connue dans le milieu académique, qui parle d'une formalisation qui s'appelle les prix hédoniques. Évidemment, eux ajoutent à cela une forme de sauce, parce qu'ils intègrent des nouvelles datas. Donc effectivement, ils sont dans la logique d'algorithmes intelligents que nous, quand on travaille chez un grand institutionnel, bah, quand on est toute seule ou à 5 ou 6, bah, on ne peut pas. Eux, ils ont des équipes, j'allais dire, très structurées en termes d'ingénierie, très structurées en termes de savoir-faire, d'outils académiques, de process, de rapidité. Donc, c'est la raison pour laquelle nous, maintenant, on décide de travailler directement en partenariat avec ce type de PropTech. Donc, encore une fois, pour underwriter, pricer les portefeuilles ou, j'allais dire, actif par actif. J'espère que j'ai été claire. Oui, oui, très clair comme toujours, Béatrice. Et alors justement, tout ce que tu viens de nous dire, tu as beaucoup évoqué les datas et les diversités de caractéristiques des logements. Et c'est la transition toute trouvée pour passer la parole à William Violet, donc, de Omiwu, qui, donc PropTech, dont la force est la connaissance des marchés, le rassemblement de beaucoup de data et le travail sur ces données. Je te propose de commencer par présenter Omiwu, puis ensuite on aura quelques questions. Tu as 10 minutes maximum pour le tout. Non. Là, c'est bon, tout le monde entend. Donc, Omiwu, c'est une plateforme d'estimation et d'analyse des marchés immobiliers. On utilise l'intelligence artificielle pour modéliser ce qu'on appelle un prix d'équilibre. Donc, c'est un prix d'équilibre entre l'offre et la demande, un fair price. Et au-delà du prix, on va dire, on développe énormément d'indicateurs pour comprendre les dynamiques de marché, enfin le marché dans toute, on va dire, sa complexité. Donc notre objectif, c'est de fournir à nos utilisateurs l'information, donc prix, loyer, indicateurs, profondeur de marché, marge de négociation, des codes vote en bloc, tout ce qui correspond, entre guillemets, à faire une information pertinente pour que nos utilisateurs prennent les meilleures décisions immobilières. Voilà à peu près ce que l'on Juste un fait. peu plus sur la société elle-même, pour Alors, montrer que c'est plus une start-up, mais une PropTech développée avec des équipes. Alors, nous sommes cotés au CAC, on vient de racheter Google, enfin, c'est dans les nouvelles. On a commencé en 2017. On avait commencé par être labellisé par Finance Innovation. C'était le tout début. Voilà, on a commencé, on était 2. Aujourd'hui, on est une vingtaine de personnes, très axées technologie, puisque j'ai 17 personnes qui sont du côté tech, donc qui modélisent. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à Omiwu? C'est une société très sympa. Voilà, on a comme client, on a un panel qui est assez diversifié, donc qui va de l'établissement bancaire, l'institutionnel, le promoteur, le bailleur social. On ne travaille pas aujourd'hui avec les agents immobiliers. On travaille uniquement, on va dire, avec les personnes qui ont un intérêt fort à ce que l'information qu'on leur fournisse soit juste, voilà, ou le plus juste possible. Alors justement, c'est un peu le point sur lequel je voulais que tu donnes plus de précision, parce que on a bien entendu, donc Omiwu est un outil d'observation du marché, à la fois des données, de l'évolution, et puis on viendra après peut-être une question sur la notion de prévision. En termes de données, quel type de données, quel type de sources Omiwu va chercher, utilise? Alors, on va utiliser, on va dire, 3 types de données. On va utiliser des données que l'on peut trouver, qui sont des données publiques, qui sont des données autres, on va dire un petit peu comme tout le monde.
Ensuite, on a des partenariats de données qui nous permettent en fait d'avoir de l'information en avance de phase, donc de savoir qu'une transaction a eu lieu avant même qu'elle soit enregistrée chez le notaire, donc par des partenariats qu'on a par nos différents clients. Et ensuite, on a une couche qu'on rajoute qui est de l'analyse d'image. Voilà, donc, une des particularités que l'on a et qui insiste sur le fait qu'on fait vraiment qu'on met un effort particulier sur la recherche et développement. On a noué un partenariat avec l'École Polytechnique. On a gagné il y a 2 ans le concours de Deep Learning, donc l'analyse d'image, enfin l'intelligence artificielle pour l'analyse d'image à la BPI. Et donc tout ça, en fait, nous permet de rentrer au plus profond et au plus près en fait, du logement immobilier. Alors rassurez-vous, ça ne marche pas toujours, hein, mais en tout cas, c'est la vocation que l'on a, c'est d'aller au plus près de cette modélisation. Oui, donc là, on vient d'évoquer toute la façon de capter les informations et des informations notamment un peu en avance, on va dire, sur tous les autres acteurs. Quel est ensuite, je vais mettre du côté des clients d'Omio, quels sont les éléments ou comment les clients d'Omio utilisent ces informations en matière de prise de décision. Alors, 2 types de prise de décision. Je pense les décisions au niveau acquisition, mais aussi décisions en termes de gestion d'actifs. Alors, j'ai 2 exemples en tête. Il y a quelques années, donc, Bordeaux a eu le LGV. Donc, il y a eu sur les prix, on va dire, il y a eu un mouvement qui s'est passé sur les prix. Et on avait un client institutionnel qui nous indiquait, ben voilà, comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ce LGV, enfin ce train qui arrive à Bordeaux. Les prix n'ont pas arrêté d'augmenter et nous, on ne sait pas comment on va positionner notre prix. En fait, on a fait une petite étude pour regarder justement la contraction des rendements immobiliers sur la ville de Bordeaux sur les différentes années. En fait, on s'est rendu compte que les prix, certes, n'ont pas cessé d'augmenter, mais on est passé d'un rendement de 4,5% à peu près moins de 2%. Donc, quand vous avez un rendement qui chute de cette manière-là, c'était même un rendement qui était plus bas que celui de Paris. Donc, ça veut dire qu'à un moment, vous n'allez pas pouvoir retrouver en tant qu'investisseur, si vous faites de la location, le rendement qui est attendu. Donc, les prix ne pouvaient à terme que se stabiliser. Donc ça, c'est des informations, on va dire, dérivées que l'on peut obtenir par une analyse du marché qui permettent un certain positionnement d'un investisseur. Un autre exemple que j'aurais, c'est on travaille avec de nombreux bailleurs sociaux. Et toute la problématique qu'un bailleur social peut avoir par rapport au développement, c'est de savoir si son offre va être compétitive sur le marché sur lequel il veut se positionner. Parce que le monde HLM est un monde qui est très compétitif. Et donc, on a monté une étude justement pour regarder où était la compétitivité de l'offre HLM et quels étaient en fait les types de logements qu'il fallait avoir sur certains territoires. Et on a retrouvé des choses qu'on imaginait bien, par exemple la diagonale du vide. Donc sur la diagonale du vide, il n'y a aucun intérêt à faire de la vente HLM. Pourquoi ? Parce que l'offre libre est tellement basse que elle est beaucoup plus compétitive que ce que pourrait faire un bailleur social avec une offre de bailleurs sociaux. Et donc, c'est tous ces éléments-là, en fait, que nous, on va mettre en place, qu'on va articuler pour répondre au plus proche du cas d'usage de la décision d'un de nos utilisateurs. Alors, évidemment, les décisions, finalement, arrivent à être relativement classiques. On parlait tout à l'heure de portefeuille immobilier. Sur un portefeuille immobilier, ce qui va intéresser un investisseur, la plupart du temps, c'est le potentiel de réversion, en fait, qu'un investisseur peut tirer par rapport à ce portefeuille. Donc là aussi, il y a tout un travail qui doit être fait pour justement calculer quel va être ce potentiel de réversion. Donc le potentiel de réversion, on se pense souvent que c'est simplement le loyer qui va arriver plus tard quand on relouera au prix de marché. Mais il y a d'autres problématiques, nous, qu'on va prendre en compte, par exemple, qui vont être justement le consentement à payer d'un locataire. Donc on a toutes les règles d'encadrement des loyers qui plafonnent le loyer, mais il y a aussi le consentement à payer. Quand vous avez un T2 de 180 mètres carrés, même s'il est je ne sais pas, très très bien placé dans Paris, ça reste un T2, il y a 120 mètres carrés de couloir, ça ne se louera pas 180 mètres carrés x 30. Sur l'usage, on va être plafonné. Donc c'est tous ces éléments-là en fait que nous on modélise et qu'on essaye de prendre en compte pour vous restituer justement une information. Et sur la base de cette information-là, que vous puissiez prendre la décision la plus éclairée. Merci beaucoup. On aura peut-être l'occasion de revenir sur toute l'activité de Omio. Je voudrais maintenant passer la parole à Arnaud Romanet-Pérou pour Upstone. Donc là, on passe sur un volet, on va dire différent, mais qui est aussi important dans le monde dans ce monde du logement. On vient de parler des marchés, de la connaissance des marchés, de l'aide à la décision. Avec Upstone, on va être sur les nouvelles façons, on va dire, de financer, soit d'apporter du financement aux
aux promoteurs, constructeurs, je dirais, ceux qui font l'offre de logement, soit d'apporter on va dire des opportunités de placement pour ceux qui sont plutôt investisseurs ou qui sont du côté de la demande de logement. Donc si, Arnaud, tu peux présenter rapidement Upstone, puis après je passerai à quelques questions sur l'activité et la façon de travailler d'Upstone et les propositions d'Upstone. Ça marche. Upstone, c'est une plateforme de crowdfunding. Donc, c'est une plateforme qui va réunir d'un côté des investisseurs qui veulent investir et des porteurs de projets. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est voir aussi la diversité des porteurs de projets qu'on a et des demandes des porteurs de projets. Donc, on travaille beaucoup avec des promoteurs et des marchands de biens qui vont rénover du logement, créer du logement. Alors, on a aussi d'autres classes d'actifs comme des hôtels et des bureaux, mais dans une moindre mesure, on est vraiment je crois, à 80-90% axé sur la création et de la rénovation de logements. Donc, on a des promoteurs et des marchands de biens qui viennent chercher des capitaux pour financer leurs projets chez nous. Et ces capitaux, on les place auprès d'investisseurs qui, à partir de 100 euros, peuvent investir dans des projets moyennant une rentabilité espérée entre 8 et 12% par an. Donc, on est sur du financement de projet qui va durer entre 1 an et 2 ans, le temps de réaliser l'opération. On a financé des exploitations d'hôtels et des exploitations d'espaces de coworking qui durent un petit peu plus longtemps. Et on est régulièrement sollicité par des nouveaux acteurs de l'immobilier qui cherchent des solutions de financement, notamment des sociétés de co-living qui cherchent des solutions pour structurer des produits avec une utilisation des résidentiels un peu différente. On a des opérateurs qui veulent trouver des solutions d'investissement pour les acquéreurs, les primo-accédants. Et donc, on cherche aussi des solutions différenciantes et innovantes pour ces porteurs de projets. En dernier lieu, on a créé un nouveau produit l'année dernière qui s'appelle, qu'on a appelé SoluUp, avec un partenaire Solustone. On va financer du réméré. Donc, plus simplement appelé du refinancement hypothécaire. Donc, des personnes physiques qui détiennent un bien, qui est libre de dette et qui souhaitent le refinancer pour dégager des liquidités sur la base de cette valeur, peuvent faire ce qu'on appelle un réméré. Et ça, on a réussi à le financer. Donc, ça permet à des investisseurs de financer l'acquisition d'un bien pour 60% de sa valeur. La personne va céder son bien pour 60% de sa valeur avec une option de rachat dans 2 ans pour le même prix. Et ça lui permet de dégager des liquidités pour soit faire des réinvestissements, soit assainir une situation qui peut être un peu compliquée. Justement, là, tu évoques un peu les innovations dans la détention de l'immobilier, notamment l'immobilier logement, que l'on voit apparaître sous diverses formes. Et je voudrais avoir à la fois ton avis à toi en tant que fondateur, directeur d'Upstone sur ces innovations, et puis aussi la façon dont tu vois les investisseurs ou vos clients être tentés ou vouloir investir dans ces innovations. Bon, tu viens d'évoquer le réméré, mais il y a aussi toutes les opérations actuellement soit en démembrement, soit en co-living, tu en as parlé, soit en système de viager ou de démembrement. Et puis il y a aussi un autre élément dont on parle aussi depuis maintenant quelques temps, qui est toute la restructuration d'immeubles tertiaires pour des offres en logement. Bon, et on pourrait même y rajouter le bail réel solidaire. Comment donc une structure comme Upstone envisage ce genre de produit et comment vous arrivez à les proposer à la clientèle d'Upstone? Alors, c'est vrai que tout ce qui est bail réel et solidaire, c'est du côté opérateur. C'est une nouvelle façon pour eux de créer des opérations de promotion. Ce que je voulais évoquer, c'est aussi la commercialisation des biens. Donc, nous, on va financer des projets de promotion, des projets de marchands de biens qui n'ont de succès que si à la fin on trouve des acquéreurs. Il faut des gens pour acheter des appartements. Aujourd'hui, on est dans un moment de marché où les taux augmentent, les marges se resserrent pour les promoteurs et ils vont chercher à faire des ventes en bloc. Des ventes en bloc qui sont vendues à des institutionnels qui vont ensuite pouvoir acquérir des lots neufs de biens qu'ils vont pouvoir exploiter après. Le point qu'évoquait Béatrice tout à l'heure, c'est la granularité de ces investissements qui sont des petites lignes par rapport à des tours de bureau où on a une tour avec quelques locataires. Là, pour l'équivalent en surface, on a des centaines de locataires en plus, ce qui fait de la gestion et de l'asset management qui est un peu plus compliqué. Donc, on a besoin d'outils digitaux pour la gestion. Et à ça, nous, on a été sollicité par des opérateurs de co-living qui, en fait,
résolvent une partie du problème, on va dire, puisqu'ils proposent à la limite clé en main des portefeuilles de maisons restructurées en co-living ou des portefeuilles d'appartements qui sont gérés en co-living, où là, l'investisseur institutionnel va détenir les murs et va confier la gestion à un opérateur de co-living. Alors ça marche déjà avec les résidences étudiantes, avec les résidences services, mais le co-living est un axe supplémentaire de développement et qui permettrait à des institutionnels de déployer alors des milliards, pas encore, mais au moins quelques centaines de millions dans la détention. Quant au BRS, alors on a parlé, ça c'est une partie intéressante on fait face à des prix qui sont très élevés sur l'immobilier, et le sujet de la solvabilité se pose. Comment les acquéreurs peuvent continuer à financer leurs biens avec des prix qui représentent une très grosse partie de leurs revenus quand ils s'endettent pour l'acquérir, d'autant plus quand les taux augmentent. À ça, il y a des solutions qui sont de comprendre comment on peut détacher la partie foncière de la partie bâtie. Et le bail réel et solidaire, c'est ça. On a un organisme foncier qui va se porter à cœur du foncier, et l'acquéreur va, lui, détenir les murs. Donc ça ressemble à un système anglo-saxon, on n'est jamais vraiment propriétaire à 100% du bien. Donc on va avoir une quote-part de location du foncier dans sa redevance, et on va financer les murs. Et quand on détache le foncier des murs, on n'a plus que les murs à financer, ce qui représente une quote-part moins importante. Alors ça, c'est un mécanisme qui se met en place, qui plaît beaucoup aux collectivités parce que ça rentre dans la cage logements sociaux aussi. Donc, et ça permet à la population en place finalement de rester dans leur ville à coût équivalent d'une location. Donc c'est des nouveaux systèmes de financement, en tout cas, et de structuration qui évoluent et qui se développent sur le marché. Et que des opérateurs en crowdfunding comme Upstone regardent. Nous, on arrive, je dirais, sur la partie financement du projet de promotion, et là, on parle de la commercialisation du projet de promotion. Effectivement, on pourrait financer des opérations en BRS sans problème, puisqu'on va financer les fonds propres de l'opérateur sur cette construction. Et le fait d'avoir une opération en BRS, ça nous rassure un peu sur l'aspect commercial. Puisqu'aujourd'hui, financer des opérations qui ne sont pas commercialisées, c'est très compliqué. Commercialiser à 50%, c'est bien, mais on a beaucoup de désistements dans les réservations sur les projets de promotion aujourd'hui, parce que les acquéreurs n'ont pas leur crédit, parce que les conditions se resserrent, que les banques, avec le taux d'usure, ont moins de capacité à prêter sur le marché. Donc arriver avec des solutions qui rassurent le marché finalement, qui sécurisent une opération immobilière, ça oui, on finance. Ouais. Et pour donc terminer sur Upstone, je vais mettre un peu dans la peau de celui qui va faire un placement au travers d'Upstone. Je crois qu'une des caractéristiques aussi importantes dans la réflexion et le concept d'Upstone, c'est on va dire, de rendre l'investissement le plus facile possible, ou rendre l'utilisation d'Upstone le plus commode et le plus rapide. Oui, ça c'est l'idée de la plateforme. Donc on a un site internet, et on facilite l'investissement dans le sens où tout se fait de son canapé. Alors, on peut créer son compte en ligne, évidemment. D'ailleurs, on peut le faire que en ligne, en fait. On crée son compte en ligne, on remplit ses informations. Donc il y a quand même de la réglementation derrière, donc c'est pas si simple. Il faut répondre à un certain nombre de questions, donner des documents. Et après l'investissement, on sélectionne ses projets et on peut investir en quelques clics. Le règlement se fait par carte bleue ou par virement, on a une signature électronique. Donc le gros du travail du côté investisseur, c'est de recevoir le projet, de l'analyser, se faire un avis en se disant ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça j'y crois pas. Et après de se constituer un petit portefeuille de projets. Donc on a mis un ticket d'entrée volontairement bas à 100 € pour que les petits investisseurs puissent se diversifier, en se disant cette année je décide d'investir 1 000 €, ça fait 10 projets à 100 €, et on le dira jamais assez, mais la diversification c'est aussi la meilleure arme de lutte contre le risque. Donc l'idée, voilà, c'est de rendre le truc le plus simple possible, le plus fluide, et avec néanmoins toute l'information nécessaire pour se faire une religion sur les projets. Je reviens à Béatrice là, qui disait tout à l'heure qu'en tant qu'investisseur, elle était l'accès aux informations préparées par les PropTech est essentiel. Donc après suite à cette présentation des 3 PropTech, est-ce qu'il y a encore quels sont les points éventuellement que tu retiendrais en premier, ou alors
ou encore, quelles seraient les informations ou les outils dont tu rêverais en tant que ou analyste ou investisseur pour Bah, j'allais suivre. dire en tant qu'investisseur, les trois. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas fonctionner sans les trois parce que, en termes simples, bah, déjà, il y a des gains en termes de productivité. Typiquement, le PLU, etc. Bah, quand on a accès en ligne à ce genre d'informations, c'est du gain en productivité. Bon, je ne vais pas dire le temps, c'est de l'argent, mais d'un point de vue très sérieux, effectivement, si on peut économiser ce temps-là, c'est important. Avoir l'information qui, en plus, est une information différenciante par localisation, par lot, ça, c'est génial. C'est aussi un gain en termes d'efficacité, en termes de rendement, parce que ça veut dire que quand c'est comme une histoire de marché efficient, quoi. Si j'ai la bonne information au bon moment, a priori, j'ai quand même un meilleur pricing, par exemple, pour quel foncier. Qu'est-ce que je peux faire, par exemple, en matière de promotion, ce à quoi j'ai droit, ce à quoi j'ai pas droit, et en l'occurrence, ajuster, j'allais dire, mes ambitions par rapport à mon rendement cible. Et idem pour, et j'arrive ensuite pour la fin, puisque je connais bien William, idem pour le financement. Typiquement, et donc j'ai posé en aparté une question, donc je fais bénéficier la salle à Arnaud en disant, mais aujourd'hui, c'est quoi le ticket moyen? Parce que je suis investisseur institutionnel pour Swiss Life, mais donc je me suis aussi posé la question à titre individuel. Il me dit, le ticket moyen, c'est 2 000 euros. Bah, ça, je trouve que ça part. Donc, c'est très bien pour les promoteurs, etc. Ça permet de fluidifier le marché. Ça permet d'avoir accès à un nouveau type de financement. Quand on a réfléchi à la table ronde en amont, on s'est dit, bah, c'est vrai que dans les années 90, il n'y avait pas ce genre. Il n'y avait typiquement pas ce genre d'instrument. Et les gens qui sont venus ramasser à la casse, finalement, les actifs, c'était ce qu'on appelait les fonds vautours à notre époque. Et ça a aussi changé la forme du marché, et pas pour, j'allais dire, un côté vertueux, plutôt un côté voilà, pernicieux. Donc là, on s'est dit, bah, c'est plutôt pas mal d'avoir aujourd'hui ce genre d'outils. Et puis enfin, en ce qui concerne évidemment William et Omiwu, bon, il se trouve que on travaille, nous, au quotidien, en tant qu'investisseur institutionnel, à la fois pour pricer des deals, mais aussi parce que, d'un point de vue plus général, je pense que ces trois outils-là permettent aussi, finalement, de se former. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a accès à l'information, on utilise ça au quotidien, toutes les équipes l'utilisent au quotidien, il y a quelque part une forme d'absorption de l'information et comme une accélération sur la learning curve, à la fois pour l'activité de promotion, à la fois pour l'activité de financement, parce que je pense aussi que ça permet de prendre un peu la température, et à la fois en termes de prix d'équilibre. Donc voilà comment je répondrai d'un point de vue à la fois pour cela, mais aussi d'un point de vue individuel. Et, et alors, un peu comme quelques-uns d'entre des personnes sur la salle qui ont des cheveux un peu gris comme moi, là, moi, ce qui vraiment, c'est pas m'étonner, mais me secoue, c'est la multitude d'informations disponibles en open data, qui était inconcevable il y a encore, on va dire, 30 ans, où chacun, je dirais, avait sa petite source source de données, et puis notamment à l'époque des fonds vautours. Les fonds vautours, leur force, c'était qu'ils dépensaient de l'argent au départ pour ramasser un maximum de données, aller être sur un maximum de data room pour faire leur... Bon, et grâce à, avec ce que vous venez de nous dire tous les trois, finalement, aujourd'hui, on a l'impression que tout est en open data, ou alors est-ce qu'il y a encore des... alors ça, c'est ce qui vous a permis de vous développer, et vous avez su saisir cette opportunité, mais est-ce qu'il y a encore justement un peu des zones grises, d'ombre, sur lesquelles il faudrait un peu plus d'open data? Alors ça, je pose la question à chacun des trois. Alors je pense que l'accès à la donnée, en fait, aujourd'hui, c'est plus vraiment une problématique, justement parce que c'est un peu le sens de l'histoire que toutes ces données-là deviennent publiques. Ce qui fait vraiment la différence, c'est le traitement qu'on a de cette donnée-là. Pour donner un exemple tout simple, DVF, donc, qui est la base qui a été publiée par le ministère des Finances, qui est la base de toutes les transactions immobilières résidentielles qui sont censées avoir lieu dans l'année. Donc c'est une base qui est extraordinaire, ne serait-ce que parce qu'elle existe, voilà, déjà. Par exemple, nous, chez Omiwu, on a fait le traitement de cette base de données, ça nous permet de backtester nos algorithmes. C'est-à-dire qu'en sortant de cette base de données
les prix qui ne sont pas des prix de transaction parce qu'ils sont trop en dessous du marché, que ça soit des ventes aux locataires occupants ou au contraire que ce sont des ventes coup de cœur. Ça nous permet d'avoir une information certes décalée en temps, puisqu'elle a au moins 6 mois, voire un peu plus longue quand le temps de la transaction a été enregistré, mais l'existence de cette base de données permet de backtester. Et donc en fait, l'accès à l'information permet justement, on va dire, d'augmenter le niveau et la qualité de ce qui est attendu. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on s'attendait à avoir l'information simplement sur la transaction. Aujourd'hui, on va s'attendre à avoir un prix de marché aujourd'hui, à l'instant T, qui soit juste voire de pouvoir faire une projection par rapport à ça. Donc en fait, d'une certaine manière, il y a un changement de paradigme par rapport à la donnée. C'est-à-dire l'accessibilité à l'information, elle est normale, bien sûr dans le respect du RGPD, de toutes les contraintes qu'il y a, mais la différenciation, elle viendra du traitement et de la qualité du traitement qui est fait derrière. Et pour moi, c'est vraiment fondamental parce que c'est ce qui fait toute la différence qui fait la différence sur la qualité de la donnée. Merci. Peut-être que pour Upstone, tu as... Oui, je dirais que l'accès à l'information, alors on parlait des fonds vautours des années 90, c'est vrai que le monde a considérablement changé entre les milieux des années 90 et maintenant, avec un monde immobilier qui s'est beaucoup financiarisé aussi, et des acteurs qui ont participé à cette financiarisation et donc qui ont permis l'émergence de fonds d'investissement et d'acteurs long terme, on va dire, de l'immobilier. Et cet accès à la donnée, je dirais que ça rajoute de la transparence tout simplement au secteur, et ce qui n'est pas plus mal. Donc ça fait circuler l'information, ça réduit un peu l'opacité. Et ça améliore un peu l'efficience du marché, même si ça reste un marché à une efficience molle, on va dire. L'efficience molle vient surtout des problèmes de délai, délai de signature, délai de financement. Oui, je dirais. Mais je rebondis sur cette semi-efficience, c'est que nous, on finance des opérations de marchands de biens avec des marchands qui achètent généralement très bien. C'est leur boulot. Et les investisseurs nous posent souvent la question, mais il achète en dessous du marché, ou alors il y a un truc, il y a une arnaque, il y a un machin qui ne va pas, quoi. Et nous, on essaie de justifier un peu, ça peut être des solutions complexes, des situations complexes qui sont résolues, et c'est quelqu'un, lorsqu'il a ferré un prix qui est relativement bas parce qu'il résout une question d'indivision, de succession ou autre, maintenant, il faut qu'il aille vite. Et justement, l'accès aux bases de données, ça permet de vérifier que l'affaire est bonne et que maintenant, il faut y aller. Mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu dur à expliquer, mais voilà, quand on analyse des programmes de promotion immobilière où on a une partie qui est commercialisée, on regarde si le prix est dans les clous. Tout ça permet de vérifier un peu la véracité de ce qu'on nous apporte comme information et de vérifier la bonne santé des projets, quoi. Après, c'est vrai que sur les PLU, ce que tu disais tout à l'heure, c'est l'anecdote de l'étage en moins. Quand on fait R+6 et quand on peut faire R+7 et qu'on fait R+6, le promoteur, en fait, c'est sa marge. Un étage. Donc c'est vrai que le PLU est sujet à interprétation. Pour autant, un étage, c'est juste un projet qui se fait, un projet qui se fait pas, quoi. Donc voilà, tout ça, c'est de l'information. Après, faut savoir la traiter parce que c'est pas le tout de l'avoir, quoi. Juste pour peut-être rapidement, est-ce que tu vois, Oui, très bien. En open data, oui, non, il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous, c'est quand même, on fait un métier que personne n'a envie de faire, qui est un métier d'aller récupérer des documents PDF en images et voilà, personne veut faire ce type de métier. L'information, c'est quand même un métier très compliqué. Non, il y a encore plein de bases de données. En fait, il y a plein de manières de trouver du foncier, trouver des pépites. Nous, on est assez impressionnés quand vous avez des acteurs de fermes solaires gigantesques qui nous disent non, mais nous, on cherche comme ça. Et les mêmes en face, les concurrents vont ah non, nous on cherche comme ça. Là, ça cartonne, par exemple, toutes les sociétés en faillite qui ont survécu grâce au Covid. Savoir, parce que tous les jours, il y a les tribunaux qui vont publier la liste des sociétés en faillite. Nous, on va le mettre sur notre logiciel, mais là, on sait que ça cartonne cette année. C'est voir une société en faillite qui possède du foncier, on va aller la contacter, etc. Et là, ce qui cartonne aussi, c'est l'information sur les entreprises, mais plutôt mi-entreprises, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de sauts de puce. Et il y a des informations qui ne sont pas en open data qu'on voudrait bien avoir pour justement motiver une société à bouger. Et on sait que quand il y en a une bouge, il y en a plusieurs qui vont bouger et il va y avoir beaucoup de foncier qui va changer demain. Voilà. Et si jamais il y a des gens qui veulent tester, n'hésitez pas à envoyer sur quel foncier. Vous avez des accès gratuits sur toute la France pendant une semaine. Oui. Voilà. Je peux peut-être ajouter bien sûr. juste un mot par rapport à ce que tu as dit et avant que tu conclues. Oui, je voulais dire que, évidemment, vous avez beaucoup parlé d'open data et Eduardo, tu as bien souligné que c'était un métier. Oui, c'est un métier parce que c'est vrai qu'on a vu ça chez les grands institutionnels il y a 5 ans quand
L'open data s'est accéléré. Tout le monde a dit on va faire notre lab, on va faire notre lab, on va faire ça en interne, etc. Aujourd'hui, on voit le résultat des courses. Personne n'a réussi à faire ça en interne. Heureusement, ça n'a pas été la voie choisie par Swiss Life. Et les grands investisseurs, les promoteurs, etc., travaillent en architecture ouverte avec les PropTech qui, effectivement, va permettre d'optimiser, de maximiser à la fois la productivité et l'efficience en termes de rentabilité. Donc, voilà. Juste pour vous dire qu'on a 3 PropTech là qui sont des 3 pépites. Voilà, merci, merci Béatrice. Comme ça, je ne vais pas faire de conclusion parce que sinon, on va trop dépasser le temps et tu l'as parfaitement résumé tout ce que nous apportent ces PropTech et toutes. Donc, j'espère que vous avez apprécié cet éclairage très différent de l'éclairage habituel sur les sujets problème du logement. Et je vous invite donc à discuter avec les uns les autres et puis surtout aller voir, comme vous y invitez Arnaud, Eduardo et William, aller voir sur leur site et notamment, quand c'est le cas, utiliser les essais gratuits pour constater que ce qui a été dit, ça correspond à la réalité. Et ça, pour avoir étudié les dossiers pour les labellisations, je peux vous confirmer que la réalité dépasse même ce qui a été dit. Merci à vous quatre et puis merci pour votre attention.